Et aujourd'hui, on va parler des diurétiques. Les diurétiques, ce sont des médicaments qui vont permettre de forcer le rein à excréter du sodium. Avec ce sodium, il y aura une excrétion aussi d'eau et d'autres ions selon là où le diurétique va bloquer la réabsorption du sodium dans le tubule rénal. Alors il y a 4 grandes classes de diurétiques. On va partir de la plus natriurétique jusqu'à la moins natriurétique. Ce ne sera pas forcément dans l'ordre d'action au niveau du tubule, vous le verrez. Les diurétiques sont des médicaments qui sont extrêmement prescrits aujourd'hui pour des indications qui sont diverses. La première, ça va être pour leur effet antihypertenseur grâce à l'excrétion de sodium. Ils vont aussi être utilisés pour lutter contre la surcharge volémique, c'est-à-dire l'accumulation d'eau et de sel dans plusieurs pathologies comme l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale. Ils vont pouvoir être aussi utilisés dans des pathologies comme la cirrhose avec de l'acide réfractaire. Vous l'avez compris, le principe d'action des diurétiques, c'est de bloquer la réabsorption du sodium dans le tubule. Dans notre rein, une grande partie du sodium filtré est réabsorbée. Quand je dis une grande partie, c'est entre 97 et presque 100% du sodium que le glomérule va filtrer qui va être réabsorbé par le tubule. C'est donc une infime partie de ce sodium qui va se retrouver dans les urines. Le principe d'action des diurétiques, c'est d'augmenter la quantité de sodium dans les urines en bloquant sa réabsorption à différents endroits du tubule. Le blocage de la réabsorption du sodium à différents endroits du tubule va avoir des conséquences sur la quantité de sodium qu'on va avoir dans les urines, mais aussi des conséquences sur la quantité d'autres ions que l'on va retrouver dans les urines, comme le potassium, le magnésium, le calcium ou encore l'acide urique et d'autres composés. On va commencer par les diurétiques de Lenz. Les diurétiques de Lenz sont les diurétiques qui vont bloquer la réabsorption du sodium au niveau de la portion ascendante de l'anse de Henle. Ils vont plus particulièrement bloquer l'action de la pompe NaK2Cl ou le transporteur que l'on dit NKCC2. Ce transporteur, vous le connaissez peut-être, il est très important dans la construction du gradient cortico-papulaire. Et c'est aussi à cet endroit-là que se fait une grande partie de la réabsorption du sodium par le rein. À cet endroit du tubule, il existe une réabsorption passive de calcium et de magnésium à travers les cellules de la portion ascendante de l'anse de Henle. Cette réabsorption, elle est possible grâce au flux de sodium qui traverse les cellules grâce aux pompes NKCC2. Et donc en bloquant ce flux de sodium par les diurétiques de Lenz, on va aussi bloquer la réabsorption de calcium et de magnésium. Le résultat sera donc une activité hypocalcémiante et hypomagnésémiante des diurétiques de Lenz. Les indications des diurétiques de Lenz sont majoritairement la surcharge volémique du fait de leur grand pouvoir natriurétique. On va pouvoir les proposer dans l'hypertension artérielle, attention, seulement si le DFG est inférieur à 30 ml par minute. Au-dessus de 30 ml par minute, ils ne sont pas indiqués comme antihypertenseurs. Leur pouvoir natriurétique est important, ils vont faire passer la fraction d'excrétion du sodium d'environ 1% à 20 à 30%, donc c'est un vrai gros pouvoir natriurétique. Les principaux effets secondaires des diurétiques de Lenz vont être une hypokaliémie par activation du système rénine-angiotensine, j'y reviendrai plus tard, une hyperuricémie par la contraction du volume extracellulaire qu'ils vont entraîner, une hypocalcémie et une hypomagnésémie du fait du blocage du transport paracellulaire de calcium et de magnésium au niveau de l'anse de Henle. Ils vont être plutôt hypernatrémiants puisqu'ils vont perturber la création du gradient cortico-papillaire. Je vous engage à aller voir la vidéo sur le sujet pour en savoir un petit peu plus sur ce gradient. On va parler maintenant des diurétiques thiazidiques. Les diurétiques thiazidiques, eux, ils vont bloquer la réabsorption de sodium au niveau du tube distal. Ils vont bloquer un cotransporteur NaCl qui est situé au niveau du tube distal. Parallèlement à ça, ils vont aussi stimuler la réabsorption de calcium au niveau du tube proximal par un mécanisme qu'on ne connaît pas très bien. Puisque leur pouvoir natriurétique ne va pas être aussi important que les diurétiques de Lenz, on ne les utilisera pas en première intention pour la surcharge volémique. Ils vont quand même permettre d'augmenter la fraction d'excrétion du sodium de 1% jusqu'à 5-10% environ. Les effets secondaires de la prescription de tels diurétiques vont être une hypokaliémie, toujours par activation du système rénine-angiotensin-aldostérone, une hyperuricémie
de la même façon par la contraction du volume extracellulaire qu'ils vont entraîner. Attention, une hypercalcémie puisqu'ils vont favoriser la réabsorption de calcium au niveau du tube proximal. L'hypomagnésémie est possible, mais elle sera de moins grande intensité qu'avec les diurétiques de Lens. Étant donné que le tube distal est imperméable à l'eau, eh bien, en prescrivant des diurétiques thiazidiques, on va augmenter de façon isolée la natriurèse et donc leur effet va être plutôt une hyponatrémie par perturbation de la dilution des urines. On va parler maintenant des épargneurs potassiques, c'est-à-dire des diurétiques qui font augmenter le taux de potassium dans le sang. Ces diurétiques vont agir sur la réabsorption de sodium qui a lieu au niveau du tube collecteur. On va trouver d'un côté l'amyloride qui va bloquer directement le canal sodique situé au niveau des cellules principales du tube collecteur. On va retrouver aussi les anti-aldostérones qui vont eux bloquer directement la production des canaux sodiques au niveau intracytosolique. Du fait d'autres effets, notamment antifibrotiques des anti-aldostérones, ces médicaments vont être principalement utilisés dans l'insuffisance cardiaque. Ils peuvent être aussi utilisés dans l'hypertension artérielle, surtout si elle va être liée à une hypersécrétion d'aldostérone comme dans les hyperaldostéronismes primaires. On peut aussi l'utiliser dans la surcharge volémique, surtout s'il y a une très grosse activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Le pouvoir natriurétique de ces diurétiques est faible, puisque la fraction d'excrétion du sodium va être située entre 1 et 5%. Ils ne peuvent donc pas être utilisés en première intention dans des pathologies comme l'œdème aigu pulmonaire ou la nasarque. Leurs effets secondaires sont principalement l'hyperkaliémie. Il faut donc être très vigilant à la prescription de ces médicaments dans un contexte de médicaments hyperkalémiants comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2. Du fait de leur action au niveau du tube collecteur, ils vont aussi entraîner une acidose métabolique par un défaut de sécrétion de l'acidité, notamment des H+, au niveau du tube collecteur. Et les anti-aldostérones vont pouvoir provoquer de la gynécomastie qui peut être très dérangeante. Attention, on fait souvent l'erreur. La plupart des diurétiques n'entraînent pas une excrétion directe de potassium dans les urines. C'est l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone à la suite de la contraction du volume extracellulaire qui va entraîner l'excrétion de potassium et non le diurétique lui-même. On va terminer avec un diurétique qui agit au niveau du tube proximal. Je veux parler de l'acétazolamide. L'acétazolamide, c'est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique au niveau du tube proximal. L'anhydrase carbonique, elle va être importante pour la réabsorption du bicarbonate et l'élimination de l'acidité au niveau du tube proximal. En bloquant cette enzyme, on va donc inhiber la réabsorption des bicarbonates et ainsi inhiber aussi un petit peu la réabsorption de sodium. On va donc aussi bloquer l'excrétion de H+, et donc par ces deux mécanismes, avoir plutôt un effet acidifiant. On va donc théoriquement limiter l'élimination du H+, et du chlore, et augmenter l'élimination du bicarbonate et du sodium. Ces diurétiques n'ont aucune indication dans la prise en charge, que ce soit de la surcharge volémique ou de l'hypertension artérielle, puisque leur effet natriurétique est presque insignifiant. Leur indication principale est donc dans le glaucome, où ils vont inhiber l'anhydrase carbonique, mais cette fois-ci au niveau de l'œil, et diminuer ainsi la pression intraoculaire. Et parfois, vous les verrez utilisés dans les services de soins intensifs ou de réanimation pour limiter l'alcalose de reventilation. Les effets secondaires vont être l'hypokaliémie, cette fois-ci par inhibition directe de la réabsorption du potassium au niveau du tube proximal, et un petit peu aussi par l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ils vont entraîner une acidose métabolique, une hyperuricémie par la contraction volémique, et provoquer, lorsqu'ils seront utilisés sur le long terme, la formation de calculs rénaux spécifiques qui sont des calculs d'urate d'ammonium du fait d'un pH urinaire qui sera extrêmement alcalin, puisqu'il y aura énormément de bicarbonate dans les urines. Voilà, j'espère que vous êtes incollables sur la prescription et la surveillance des diurétiques. On se retrouve bientôt pour un autre flash néphrologique.